J'accueille aujourd'hui au podcast minier Mélanie Tremblay, directrice générale du Centre Prévention Suicide Amos. Bonjour Mélanie. Bonjour Manon. Ça va bien? Très bien. Très contente d'être avec toi aujourd'hui. Yes, en personne, présentiel. Le podcast est filmé. Ça va être important, je veux le dire, parce qu'on va parler beaucoup d'une campagne qui nous tient les deux très, très à cœur. Puis on va montrer aussi qu'est-ce qu'elle a de l'air, la campagne. Mais je suis présentement à Amos, dans ma ville natale. Puis, on fait le podcast chez Média AT qui m'ont offert de venir faire l'enregistrement ici. Fait que je me sens une superstar, mais je suis super le fun parce que normalement, je suis pas mal toute seule à tout faire mes affaires avec mon équipe chez Rouillé. Fait que merci à Média AT de nous avoir invités. Le podcast d'aujourd'hui est un peu différent des autres podcasts que j'ai pu faire. On ne met pas en valeur une entreprise, on ne met pas en valeur nécessairement un employeur, un employé. On parle de la santé mentale, on parle de prévention. Puis, c'est une campagne qu'on a réalisée, l'agence, avec vous, Mélanie. Fait que, tu sais, je voulais vraiment qu'on prenne le temps de parler de cette campagne-là. Puis, les entreprises qui écoutent, les gens qui écoutent, on a beaucoup de travailleurs de l'industrie minière qui nous écoutent. On a beaucoup d'employeurs qui écoutent. Fait que pour moi, je veux qu'ils prennent cet épisode-là puis qu'ils sachent après ça, OK, qu'est-ce qu'on fait en lien avec la détresse mentale. En février dernier, le comité détresse chez les hommes, MRC Abitibi, dévoilait la campagne « Attends pas ». En fait, la campagne, c'est « Attends pas d'en avoir plein ton casque oui. ». Fait que je voulais qu'on revienne vraiment sur cette campagne-là. Puis, Mélanie, avant d'embarquer à décrire la campagne, je voudrais faire un pas de recul pour mettre les gens dans le contexte. Bien, en fait, c'est comme ça que tu m'as mis dans le contexte la première fois qu'on s'est rencontrés, il y a un an, parce que la campagne, ça n'a pas pris un mois, là. On s'entend à réaliser, ça nous a pris plusieurs mois. Oui. Mais tu sais, il fallait avoir les justes mots, la juste image. Il y avait, tu sais, on avait des comités, on vous a rencontrés plusieurs fois. Mais le pas de recul, on l'a fait, nous, avec vous, pour pouvoir réaliser cette campagne-là. Fait que j'aimerais ça prendre ce pas-là avec toi, puis que tu nous décrives cette détresse psychologique-là, puis comment qu'elle se fait sentir, justement. Bien, en fait, pour la petite histoire de la mise en contexte, le comité détresse chez les hommes de la MRC à Abitibi découle de la table de concertation locale en santé mentale et dépendance de la MRC Abitibi. Donc, la table de concertation locale au niveau de la santé mentale et de la dépendance sur le territoire ici, ce sont tous les acteurs concernés par les problématiques de santé mentale et ou de dépendance, qui sont souvent liées une à l'autre, qui se rencontrent pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans le milieu, elles sont où les failles de services, de quelle façon on peut améliorer par la concertation entre les différents partenaires le filet social autour des gens qui sont aux prises avec des problématiques de santé mentale ou de dépendance. Donc, à cette table-là, il y a plusieurs acteurs et ça devenait généralisé comme impression dans nos clientèles respectives que bien, la détresse chez les hommes, c'est pas nouveau, puis je vais y revenir avec mon point de vue de Centre de prévention suicide. C'est pas nouveau que cette clientèle-là nous inquiète un peu plus, mais le constat qu'on en faisait, c'est que non seulement la détresse augmentait, mais que dans les dernières années, les gens qui viennent consulter arrivent un peu plus amochés qu'ils étaient. Et c'est pas complètement lié, mais ni complètement étranger à toute la pandémie et ce qui a été installé. On nous a martelé le message que les ressources, les hôpitaux, il ne faut pas aller là pour rien. Il faut éviter ces endroits-là le plus possible. T'sais, encore aujourd'hui, il y a le port du masque, il y a la désinfection des mains quand on entre dans un établissement de santé qui nous rappelle que c'est des endroits peut-être plus à risque au niveau de notre santé physique, au niveau de la propagation des virus. Donc, je pense que ça l'a un peu cristallisé l'impression de « Ah, ben j'irai pas tout de suite parce que ça vaut pas la peine. » Et aussi, tout le volet de les ressources psychosociales sont de moins en moins accessibles. Il y a des listes d'attente, donc ben, ça ne me sert à rien d'y aller parce que de toute façon, je vais être sur une liste d'attente. Ces messages-là, qui n'ont pas été partagés à tort, qui avaient leur raison d'être, ont en quelque sorte encouragé les gens à attendre. Ouais. Et de là, rapidement, le message de « attends pas », nous, quand on a approché l'équipe, à la base, ce qu'on voulait faire, c'est une campagne de valorisation de la demande d'aide le plus tôt possible. Exact. Parce que plus rapidement je vais aller chercher de l'aide, plus les options qui s'offrent à moi pour trouver une solution à mes problèmes sont grandes. Plus la liste est longue. T'sais, moi, j'ai plus de solutions dans mes poches si tu viens me voir plus rapidement. Dans le
je saute tout de suite, je te l'avais dit, je suivrai vraiment pas mes questions. On y va. Mais ça me fait penser, puis il y avait une phrase qu'on a mis, elle était dans le communiqué de presse d'ailleurs, quand on l'avait sorti, mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Quand ton troc est brisé, c'est évident, tu l'amènes au garage. Pourquoi attendre d'être à bout ou simplement ne rien faire quand c'est pour toi? Tout comme ton troc, tu peux avoir besoin de soutien pour aller mieux. Demande de l'aide, ça va te permettre de renverser la situation. C'est un peu ce que tu viens de dire, tu sais. On remet toujours à plus tard notre santé mentale, c'est pas physique, fait qu'on remet à plus tard. Puis, je pense que c'est un peu ça, c'est une campagne de prévention puis d'essayer de détecter. Mais moi, là, je suis un employeur. Je suis un employeur. J'allais le mettre dans un contexte, mais je suis un employeur, puis je suis une conjointe. C'est quoi les signes? Comment je fais pour savoir que mes employés, présentement, il y en a peut-être 2, 3 qui sont en détresse ou qui vont pas bien, là? La chose la plus difficile pour répondre à cette question-là, c'est que les signes de détresse, ils sont différents chez tout le monde. On les exprime différemment. Une des raisons qui fait qu'on a ciblé la clientèle qui s'identifie au rôle traditionnel masculin, c'est que ce sont des gens à qui on a appris à ne pas démontrer leurs signes. Parce que c'est démontré comme ça a été identifié comme étant un signe de faiblesse que de nommer que je vais pas bien. Il y a eu une survalorisation de « je vais m'arranger tout seul ». Et là, je vais m'arranger tout seul. Non, je suis capable. Non, je suis correct. Bien, ça fait qu'à un moment donné, on n'est plus capable de s'arranger tout seul. L'analogie du pick-up est intéressante parce que moi, je l'utilise souvent en contexte d'intervention, entre autres, pour essayer... L'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la personne ne veut pas consulter. Et souvent, on se fait dire, par exemple, je suis déjà allée voir un intervenant, moi, puis ça n'avait pas rien donné de toute façon, puis ça n'avait pas connecté, donc j'ai décidé de ne pas y retourner. Puis moi, c'est la première question que je pose. Je dis, OK, toi, tu n'as jamais pogné un mauvais garagiste. De toute ta vie, là, c'est jamais arrivé que tu as pogné un mauvais garagiste. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Bien, je suis allée en voir un autre. Ben voilà. Fait que de ramener ça aussi dans le quotidien, dans quelque chose de plus accessible, ça nous permet d'aller chercher une clientèle à qui on a longtemps répété d'essayer de ne pas avoir accès à leurs émotions. Donc, non, tu vas être correct. Non, mais tu sais, les petits gars, là, ça ne saigne pas. Pleure pas. Arrête de pleurer, là. Ça fait même pas mal pour vrai. Donc, on leur a... Ça vient de loin, hein? Vraiment, dans la socialisation des petits garçons. Puis, ça a tendance à évoluer, mais pas tant que ça, je te dirais. Donc, les signes de détresse, ils sont différents. S'il y a une chose que je pourrais résumer par rapport aux signes à reconnaître, c'est tout de changement de comportement, d'attitude ou de discours par rapport à ce que la personne est habituellement. Donc, dans son état, dans sa capacité d'interagir avec les autres, dans sa façon d'être en retrait ou de s'isoler, dans ses habitudes de consommation, dans son humeur de façon générale. Mais ça peut être vrai dans un sens ou dans l'autre. Donc, quelqu'un qui devient très, très, très high ou très démonstratif, mais qui était plutôt renfermé, ou quelqu'un qui était très sociable et beaucoup en interaction avec les autres et qui, peu à peu, se retire du groupe. Donc, ça, c'est des signes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Mais encore faut-il savoir comment aborder la personne après, une fois qu'on a observé ça. Qu'est-ce que je fais, moi, une fois que j'ai observé ça? Et là, ça, c'est un accompagnement qui est un peu plus poussé, mettons. Bien, allons-y dans cet accompagnement. La plupart du temps, en entreprise, les gens qui vont être témoins de cette détresse-là que tu viens de décrire, ça va être beaucoup soit le gestionnaire ou les personnes en ressources humaines. C'est pas mal les deux. En termes de, je te le disais tantôt, mais je reviens là-dessus, puisque je trouve que c'est hot tout ce qu'on demande à nos gestionnaires, pareil. Tu sais, gère ton équipe, sois rentable, puis détecte la détresse chez les gens, puis on leur demande beaucoup. La campagne « Attends pas » vient quand même avec un coffre à outils pour venir accompagner ces gens-là, autant les gestionnaires que les gens des ressources humaines. Tu pourrais-tu nous amener à travers ce coffre à outils-là qui est disponible à tout le monde? Dès le début, moi, la campagne « Attends pas », là, moi, je suis au Centre de prévention suicide, ça fait un peu plus de 6 ans. Et ça fait 6 ans que je me dis, ça prend un clé en main pour les entreprises. Ça prend... Et puis la situation a évolué depuis, mais c'est juste plus à point encore aujourd'hui. Mais ça prend quelque chose... Pour moi, dans une relation, il faut que ça soit un gagnant-gagnant. Donc, moi, je prône toujours la relation win-win. Donc, si moi, j'ai à gagner à atteindre une certaine clientèle qui travaille chez vous, par exemple,
bien, toi, pour me faire une place auprès de cette clientèle-là, auprès de tes employés, pour investir du temps, pour libérer du temps homme, pour que ces gens-là parlent avec moi ou aient accès à l'information que je veux leur transmettre, il faut que tu y gagnes quelque chose. Et c'est que de cette façon-là qu'on va réussir à mettre des pieds dans les entreprises. Et pour moi, c'est de plus en plus évident ce qui est à gagner là-dedans, c'est que les problématiques en santé mentale, en santé psychologique, au niveau des problèmes de dépendance, il y a une augmentation dans la population en général. Et donc, il y a une augmentation dans les entreprises avec ce à quoi il faut qu'ils apprennent à faire face, justement, nos gestionnaires, nos chefs d'équipe. Donc, la campagne, c'est modulé au fil du temps pour devenir vraiment un clé en main ce sont des outils, donc des outils d'affichage en premier lieu, des petites étiquettes miroirs avec le code QR et la petite phrase « Quand ton truck est brisé, t'attends pas d'aller au garage, pourquoi le faire pour toi? » Donc, qui vont être placés, par exemple, dans les salles de bain, dans les fenêtres des guérites, des affiches avec le visuel de la campagne. Puis là, bien, pour les gens qui n'écoutent pas le podcast, qui sont en audio, si vous voulez aller voir le podcast, on montre l'affiche présentement. Là, attends pas d'en avoir plein ton casque. Puis on va aussi vous référer vers le site Internet au fur et à mesure du podcast. Attends pas avec un S, pas avec un S.ca. Exact. Donc, il y a tout le système d'affichage en différentes grandeurs, des affichages qui vont être disponibles pour les salles de bain, mais ça vient aussi avec un atelier qu'on peut moduler selon les besoins de l'entreprise et selon à qui on va le donner. On va aller plus ou moins loin là-dedans et on va occuper plus ou moins longtemps des employés avec ça. Donc, un atelier qui va nous servir justement à identifier les signes de détresse, à reconnaître. Mais si je donnais juste cette portion-là, c'est comme de donner une responsabilité à quelqu'un de dire, maintenant, tu seras plus à l'affût de qui ne va pas bien, mais tu ne sauras pas plus quoi faire avec. Ouais. Donc là, ce qu'on fait, c'est vraiment de les accompagner. Maintenant que j'ai vu comment j'observais, qu'est-ce que je peux observer qui va me mettre la puce à l'oreille, on va leur fournir des attitudes aidantes puis des pièges à éviter au niveau de l'écoute. Comment je peux aborder quelqu'un qui ne va pas bien? Qu'est-ce que je peux lui nommer? Et là, on leur met vraiment des phrases en bouche. Là. J'ai remarqué que depuis un bout de temps, on dirait que... puis, avec la clientèle qui s'identifie au rôle traditionnel masculin, comme ceux qui sont ciblés par la campagne Attends pas, ce qui fonctionne souvent, c'est de relater des faits. Parce que dans ce temps-là, on n'est pas dans le jugement d'un comportement, on est dans une observation. Puis tu parles au jeu, fait que Ouais. tu remets ça sur toi. C'est souvent plus gagnant. Donc, j'ai remarqué que ces temps-ci, t'es plus prompt ou t'es plus bête ou t'es plus réactif. Donc, d'amener un fait, de dire « j'ai remarqué que », puis j'aimerais ça savoir comment tu vas. Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Mais on les accompagne aussi à se rendre à « est-ce que tu penses au suicide? » Parce que moi, pour détecter quelqu'un qui va pas bien, j'ai besoin de savoir c'est quoi le niveau d'urgence. Est-ce qu'on est dans une mauvaise passe ou on est dans quelqu'un qui vit de la détresse psychologique et qui a des idées suicidaires et de cette façon-là, on doit l'accompagner différemment à un autre niveau. Et l'étape d'après, donc c'est vraiment en 3 phases. Donc, c'est observer, écouter et accompagner. Et ensuite, je peux l'accompagner où, cette personne-là? À l'interne, au niveau des RH, au niveau de l'infirmière santé et sécurité au travail. Il y a certains milieux qui ont des professionnels de la santé, des TS, les PAE, mais aussi au niveau de toutes les ressources 24/7 qui existent. Donc, on en cible 2 prioritairement, qui est le 811 option 2 et le 1866 appel. Donc, qu'est-ce que ces gens-là au téléphone, qui sont disponibles 24/7, qui sont des intervenants professionnels, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous dans l'évaluation d'une situation comme celle-là? Donc, c'est vraiment, l'atelier peut durer, dépendamment du temps qu'on a, qui nous est accordé. On en a fait dernièrement en milieu de travail, on a passé une demi-journée avec les contremaîtres et les chefs d'équipe parce qu'il y avait matière à ouvrir cette discussion-là, parce qu'ils avaient des questions, puis parce que les outils qu'on leur présentait, ils ressentaient vraiment maintenant qu'il y avait un besoin. Et ça a eu comme objectif de les sensibiliser, de les mettre à l'écoute, mais aussi de les outiller et donc de les sécuriser. Parce qu'il y avait l'impression, après l'atelier, qu'ils étaient un peu mieux outillés pour faire face à tout ça. Oui, puis s'outiller puis se soutenir entre eux aussi. Je Ouais. ne suis pas toute seule là-dedans. Lui, à côté, il a eu aussi la même formation que moi, puis après ça, on peut en parler. Fait que la campagne, je voulais juste revenir sur, on a mis le symbole, le symbole prioritaire de la campagne, c'est vraiment le sablier qui est mis de l'avant. Puis pourquoi qu'on a utilisé le symbole du sablier? Est-ce que je change juste de page? Je ne passerai pas trop de bruit. Le sablier rappelle que le temps importe lorsque les gens sont en situation de détresse.
plus ils agissent rapidement, plus vite ils peuvent aller mieux. Quand on renverse, puis le but d'avoir pris le sablier, c'est que ça peut se renverser la situation à tout moment. Fait que juste de parler, puis des fois, ça a été une rencontre, mais des fois, une rencontre. Tantôt, tu disais, les gens, des fois, ils ont dit, une rencontre, ça n'a rien donné, mais des fois, une rencontre, ça peut tout donner et renverser ce sablier-là. Fait que c'est pour ça que la campagne est vraiment en lien avec la prévention, puis d'avoir cette première rencontre-là avec les gens. On a beaucoup visé la campagne en lien avec les hommes, en lien avec les travailleurs. Je rappelle une statistique qui est quand même vraiment... c'est pas une statistique, excuse, c'est vraiment toi qui es la pro des statistiques, Mélanie. Mais on est quand même... l'importance de la région est là aussi. La région d'Abitibi, on est la région la plus touchée par le suicide après le Nunavik. Moi, ça me donne des frissons là, à chaque fois que je dis cette phrase-là. Comment tu expliques ça, Mélanie? En fait, le suicide, c'est toujours multifactoriel. Donc, qu'on prenne le suicide comme problématique, comme enjeu de société ou à l'individuel, le suicide est toujours multifactoriel. C'est jamais un seul événement, une seule situation, une seule parole ou un seul problème qui va faire qu'une personne va penser au suicide ou va passer à l'acte. C'est la même chose pour l'enjeu du suicide ou pour la problématique du suicide. On ne peut pas identifier ou expliquer cette statistique-là avec une raison et une explication. Il y a seulement plusieurs hypothèses. Mais une des hypothèses, c'est que dans les régions, parce que dans les 3-4 endroits où le taux de suicide par 100 000 habitants est le plus élevé, on est toujours à peu près les mêmes régions, c'est-à-dire l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et dans le bas de la liste, donc l'endroit où le taux de suicide par 100 000 habitants est le moins élevé, c'est à peu près toujours Montréal-Laval qui sont dans les moins élevés. Il y a des hypothèses, entre autres au niveau de l'accessibilité aux ressources. Tu sais, à Montréal, le bottin des ressources en santé et services sociaux, tu sais, je fais 2 coins de rue puis je m'enfarge dans une ressource qui pourrait m'aider. Les ressources sont moins nombreuses et moins accessibles. Au niveau géographique aussi. Donc, je suis possiblement plus loin de la ressource qui couvre mon territoire quand je suis dans le secteur des coteaux ici, en Abitibi, tu sais, puis que je suis déjà à 40 km du centre de prévention suicide le plus proche. Excuse-moi. Mais il y a aussi, de par la nature, puis de là l'importance d'avoir ciblé cette clientèle-là, puis on revient toujours à ça, de par la nature des emplois occupés dans la région, on a beaucoup de gens qui s'identifient encore au rôle traditionnel masculin, de pourvoyeurs, d'hommes gardiens de la maison, de patriarches. Et ces gens-là, souvent, ont été accompagnés par une éducation ou une socialisation en lien avec leur genre qui est du type de « je suis capable de m'organiser tout seul », je nommerai pas mes émotions, certains. On m'a appris à pas pleurer. Donc, ce sont des gens qui expriment moins leurs émotions, mais qui vont aussi demander moins d'aide. Quand on regarde les statistiques de demande d'aide chez les hommes, le groupe qui demande le moins d'aide, c'est toujours les gars. Et le groupe qui dit qu'il serait le moins enclin à aller vers une ressource d'aide en santé psychologique, ce sont les 50-64 ans. Mais les 50-64 ans, chez les hommes, c'est aussi le groupe d'âge qui se suicide le plus en ce moment. Au Québec, 75 % des décès par suicide depuis les 15 dernières années, c'est des gars. Et la tranche d'âge tend à vieillir. Donc, cette année, dans les dernières statistiques, le groupe qui est le plus représenté, on est vraiment dans la très grande majorité des décès par suicide, ce sont des hommes de 35 à 65 ans. Mais le groupe qui est le plus représenté, ce sont les 50 à 64 ans. Parce qu'eux autres, on leur a appris à s'organiser tout seul. Puis on leur a dit qu'un homme, ça broye pas. Donc, il faut défaire ces mythes-là, puis il faut accompagner les hommes vers... Il n'y a personne qui t'a dit que tu étais obligé de t'organiser tout seul avec ça. C'est vrai qu'il faut que tu passes au travers puis que tu n'as pas le choix. Puis que... mais qui t'a dit qu'il fallait que tu fasses ça tout seul? C'est pas vrai. Si c'était facile à faire, tu l'aurais déjà fait. Donc, si tu ne l'as pas déjà fait, c'est parce que c'est difficile et donc que tu pourrais te permettre d'aller chercher de l'aide. Donc, c'est vraiment au niveau de il y a un gros travail de mythe à faire, de déconstruction de ce qu'on a appris dans la socialisation.
Donc, dans la statistique, il y a ça. Ici, tu sais, moi, si je compare avec mes amis du cégep qui vivent en milieu urbain, la relation que moi j'ai eue avec le père de mes enfants, par exemple, par rapport à qui faisait l'épicerie, les soupers, chercher les enfants à la garderie, on était beaucoup plus campés dans nos rôles traditionnels de maman-papa, comme on le voyait il y a 1-2 générations, que c'est le cas pour les gens de mon âge en contexte urbain. Ah oui? Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'identification au rôle traditionnel, mais moi, les femmes de mon âge, j'en ai encore beaucoup que nos chums sont partis à la semaine. Il y a beaucoup ça, tu sais, au niveau des mines, au niveau des scieries, au niveau des emplois forestiers. Puis avec ces 3 domaines-là, ces 3 industries-là, on vient couvrir une très grande majorité des travailleurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Pas tous, mais un gros pourcentage. Et souvent, ça fait que dans l'identification du rôle traditionnel masculin de père pourvoyeur qui vient s'instaurer dans un contexte de discipline au niveau familial et qui amène le salaire prioritaire à la maison, et bien, ça vient aussi avec des valeurs traditionnelles masculines qui sont de rester fort, de s'organiser avec ses affaires, d'être autonome, de feindre de toujours savoir quoi faire parce que c'est à lui qu'on s'en remet quand ça ne fonctionne pas. Oui. On vient vraiment rajouter, on fait juste rajouter de l'huile sur le feu de ces faux standards-là, puis je ne veux pas avec tout ce contexte-là. Là. Mm-hmm. Donc, ça fait partie des hypothèses, mais on le voit. Puis, tu sais, moi, quand je vais dans un milieu de travail, je le vois que chez la plus jeune génération, d'une trentaine d'années, c'est encore assez profondément instauré, ces valeurs-là. Et ces fausses croyances-là par rapport à l'espèce de sentiment de « moi, je suis capable parce que je suis fort, parce que je suis un gars ». Donc, il y a beaucoup de travail. Puis, tu sais, on peut juste parler d'hypothèses parce que c'est difficile. On peut pas... c'est pas... Puis, quand on est embarqué dans la campagne avec vous autres, c'est ça qu'on se disait, ça va être une campagne que... Comment qu'on va faire pour mesurer? Tu sais, ça fonctionne pas. Là, c'est sûr que il faut que les entreprises embarquent, il faut aller cogner aux portes. Là, c'est la prochaine étape qu'on a avec la campagne, justement, d'aller voir les entreprises. Nous, de notre côté, on côtoie tellement ce type d'entreprise-là qu'on en parle, puis on voit l'intérêt. Puis, hey, OK, j'ai tout ce matériel-là disponible pour mon entreprise. Puis, on voit l'impact. Bien, pas l'impact, mais on voit qu'ils y croient. Puis, oui, l'intérêt qui est là. Mais là, j'oublie que je m'en allais avec tout ça, mais... Le côté, justement, d'aller faire du porte-à-porte puis d'aller voir les entreprises, c'est ce qui s'en vient pour la campagne. Mélanie, c'est quoi, là, tes prochaines étapes? Là? Qu'est-ce que tu demandes aux entreprises? Bien là, on est vraiment dans le déploiement. On va atteindre une autre vitesse là, dans les prochaines semaines. C'est-à-dire que là, ce qu'on va faire, c'est d'aller présenter la campagne avec la totalité des outils. On a bifurqué vers autre chose tantôt, mais le coffre à outils de la campagne sur le site Internet... Ça arrive souvent avec moi. Moi aussi, j'ai une petite tendance. C'est ça quand on est passionné. Donc, le coffre à outils sur le site Internet, il y a des outils qui s'adressent aux hommes spécifiquement. Donc, si moi, je rencontre une difficulté, on s'adresse à moi pour pouvoir me faire prendre conscience des forces que j'ai pour passer au travers de ça, mais aussi pour valoriser le fait que je ne suis pas obligée de le faire tout seul, ce bout-là. On va faire un accompagnement au niveau des proches. Donc, moi, je parle comment à un gars qui a l'air de pas bien aller? Qu'est-ce que je lui dis? Comment je l'aborde? On parle aux employeurs. On a aussi des outils d'intervention pour les gens qui auraient à faire une intervention un peu plus poussée, mais auprès de cette clientèle-là. Puis, c'est pas parce que je pense que les outils qui sont là ne pourraient pas s'adresser aux femmes. C'est parce qu'il y a quelque chose dans puis je reviens toujours avec le rôle traditionnel masculin, mais les gens qui s'identifient au rôle traditionnel masculin ont souvent des façons de s'exprimer, d'exprimer leur souffrance qui est différente. On nomme souvent en sensibilisation que les femmes vont avoir tendance à pleurer quand elles vivent des émotions plus intenses. Puis même quand on est fâché. T'sais. Moi, quand je suis fâchée, je pleure. Puis quand je suis très, très contente, je pleure. Puis quand je suis émue, je pleure. Puis quand je suis... Bon. Bien, les gars, eux autres... je pense. Bien, c'est ça. C'est souvent comme ça, biologiquement ou dans l'éducation ou dans la socialisation. Mais souvent, c'est comme ça que ça se passe. Pour les gens qui s'identifient au rôle traditionnel masculin, souvent, ça va être plus du bourrassage. Et tu sais, moi, j'avais entendu un gars dire, avant d'aller consulter, j'avais 8 mots pour parler de mes émotions. Il y en avait 6 que c'était des sacres. Ouais. Fait qu'après avoir rencontré un intervenant, j'ai commencé à comprendre que ce que j'exprimais par des sacres,
c'était de la colère, de la honte, de la peine, de l'abandon, du rejet. Mais ça, c'est la portion de l'iceberg que je vois pas. Ce qui est en haut, la portion de l'iceberg qu'on voit, c'est souvent de la colère. Mais la colère, elle ne cache pas moins d'émotions. C'est juste la façon de l'exprimer. Comme si moi, je pleure, bien, ce qui sort de l'iceberg, c'est mes pleurs. Mais ce qu'il y a en dessous de ça, c'est souvent de la colère, de l'indignation, de l'injustice. Donc, de comprendre ça, bien, il faut comprendre ça pour bien intervenir auprès de cette clientèle-là. Et ça, il y a de l'accompagnement qui est fait aussi. Il y a des formations qui circulent en ce moment, l'intervention auprès des hommes, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller vers quelqu'un qui pleure pour le consoler puis le réconforter que vers quelqu'un qui sac puis qui met son poing sur la table. Absolument. Donc, on n'a pas le goût, là. On a le goût de dire « Hey, gère-toi, là, puis mec, ça aille mieux, tu viendras me voir. » Mais si on n'est pas capable de reconnaître la détresse derrière ça, bien, ça va être difficile de leur apporter de l'aide. Mais là, il faut faire attention dans ce discours-là. Je m'entends parler, puis j'entends mes collègues des groupes de femmes qui me ramènent toujours à la réalité que la colère puis la détresse, ça excuse pas les gestes de violence. Non, effectivement. Il ne faut pas faire le lien entre les deux. Oui, c'est ça. Il faut faire attention. Et c'est pas ça le message qui est porté. C'est que exprimer sa colère, c'est sain. On a le droit d'être en colère. L'exprimer par un comportement violent envers quelqu'un d'autre, ça, c'est inacceptable. Et c'est pas validé par de la détresse. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Faire la part des choses. Là, oui, absolument. Mais il faut comprendre qu'un homme qui vit des difficultés pourrait l'exprimer avec de la colère. Et il y a des façons de le désamorcer, ça. De dire, bien, tu sais, moi, ça va être difficile pour moi de t'aider quand tu es dans cet état-là. Puis je pense pas que je vais pouvoir te laisser me parler comme ça. Mais si tu veux qu'on regarde qu'est-ce qui se passe, bien, prends 2-3 minutes, puis après ça, on va prendre le temps de le faire ensemble. Et dans la formation Intervenir auprès des hommes, c'est ça qu'on apprend. Donc, comment je peux désamorcer une situation pour pouvoir aller offrir du support ou du soutien à cette personne-là, au-delà de la façon dont elle exprime ses émotions. J'invite, comme peut-être mot de la fin, à tous les gens qui écoutent présentement d'aller sur attempas.ca pour aller voir la campagne, aller voir les outils qui sont là, de contacter les gens. Il y a une page contact aussi sur la page. Mélanie, c'est, je pense, à ce jour, ça fait 14 ans que j'ai l'agence. C'est ma plus grosse campagne qu'on a réalisée parce que il fallait que tout soit pensé. La couleur qui est utilisée, le mot qui est utilisé, on ne voulait pas d'humain. Il n'y a rien qui n'a pas été pensé. Ça pourrait paraître bien, bien simple, quelqu'un qui regarde ça, là, mais il fallait tellement avoir l'impact qu'on voulait avoir que c'est le plus bel exploit. Puis j'espère vraiment que les entreprises vont embarquer. Puis je voulais qu'on prenne le temps sur le podcast parce que je le sais que vous êtes là, les gens qui écoutent présentement. Vous côtoyez des gens. Vous êtes employeur, vous êtes employé, vous le vivez. J'ai beaucoup de monde qui sont à Raglan qui écoutent. J'ai du monde dans le Nord. Raglan, je sais que c'est dans le Nord, là, mais je veux dire, il y a beaucoup de monde dans des éloignés. Puis on le sait que c'est pas évident, du fly-in, fly-out, des camps. Regardez, si vous avez des gens autour de vous, si c'est vous, bien, attendez pas. Ouais. Elle est vraiment là, la phrase, puis parler, consulter. Je pense que c'est ce qu'on doit faire là, dès aujourd'hui quand on va pas bien. Puis la campagne, tu sais, le site Internet attempas.ca, au-delà d'être une boîte à outils, sur le site, il y a un numéro d'aide 24/7. Il y a un endroit pour texter ou clavarder avec un intervenant. Donc, en se retrouvant dans cet univers-là, si ça allume des cloches chez quelqu'un et de dire « Ouais, peut-être que je suis rendue au moment de demander de l'aide parce que sinon, je vais trop avoir attendu. Attends pas d'en avoir plein mon casque, ça me parle. » Les numéros de service d'aide disponibles 24/7, ils sont là. C'est un numéro 1888 qui est un numéro régional. Donc, le 1-888-707-2666. Et il y a possibilité aussi de texter ou de clavarder avec un intervenant. Ça, c'est un service provincial. Donc, partout où ils sont et qu'ils ont accès à Internet, le numéro, pour la possibilité de texter et clavarder, c'est possible avec un intervenant qui va vous accompagner, qui va désamorcer la situation et qui va vous diriger vers quelqu'un d'autre. Et pour les entreprises,
la section Nous joindre de attempas.ca. Ça tombe dans ma boîte courriel à moi. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais accompagner cette personne-là à cerner exactement de quoi elle a besoin dans son entreprise. Est-ce que c'est seulement le matériel publicitaire ou si on bonifie avec un atelier, avec un accompagnement plus précis au niveau de ses ressources humaines, au niveau de ses chefs d'équipe, et rediriger vers la personne qui va être la mieux placée pour accompagner ce milieu-là. Parce que moi, je suis à Amos, mais il y a des centres de prévention du suicide sur tout le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Et il y a d'autres partenaires du comité détresse qui peuvent aussi se joindre à nous pour faire ce type de sensibilisation-là. Et c'est pas obligé d'être spécifique à la présentation de la campagne. Passez par nous pour identifier un besoin précis dans votre milieu et vous seriez surpris de ce que les ressources communautaires autour de vous sont capables de vous offrir comme service. Absolument. Mélanie, merci. Merci d'être là depuis 6 ans, en fait, au poste que tu as. Merci d'avoir eu cette idée-là pour arriver à quelque chose de concret avec cette boîte à outils-là. Tu fais une différence, puis ça fait du bien de rencontrer des gens comme toi. Fait que je suis contente que tu aies été sur mon parcours. Merci beaucoup, Merci Manon. pour tout. Merci pour l'invitation.